Ma fascination, si on peut appeler ça une fascination, mon intérêt pour Tintin, parce que je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, elle est à la fois ancienne et récente. Elle est ancienne parce que ça n'a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait banal. Enfant et adolescent, enfin surtout enfant, on recevait le journal de Tintin à la maison, les albums étaient présents, avec Spirou notamment. Il n'y avait pas la télé à la maison, donc grande importance de Tintin, de Spirou, et c'est comme ça que je me suis intéressé, comme des millions d'autres jeunes garçons à cette époque. Et puis à l'adolescence, j'ai trouvé ça un petit peu ringard, et je me suis totalement désintéressé de Tintin pendant pas mal de temps. Et puis, jeune prof au fin fond des provinces françaises, en Haute-Savoie. Donc j'ai été prof de français, prof de lettres pendant 12 ans. Au lieu de suivre mon cours tout à fait passionnant et intéressant, il y avait deux élèves au fond, je revois bien leur tête d'ailleurs, bonne tête un peu échevelée, sympathique. Au lieu de suivre mon cours tout à fait formidable, étaient plongés dans ce qui devait être une bande dessinée, quoi. Donc je m'approche d'eux, je leur dis qu'est-ce que c'est? Je m'aperçois c'est l'étoile mystérieuse d'Hergé. Donc je leur dis ok, je vous le rendrai, mais à une condition, c'est que vous répondiez aux questions que je vais vous poser. Donc je retourne à mon bureau sur l'estrade et là je pose des questions sur l'album. Et à ma grande surprise, non seulement les deux supposés cancres répondaient très juste, mais aussi tout le reste de la classe, garçons et filles. Donc je me suis dit, et pas seulement des questions, vous voyez, comme dont les tintéophiles raffolent, le numéro de la plaque d'immatriculation, etc. Non, des questions sur le fond de l'album, l'étoile mystérieuse, la fin du monde, etc. Et là, je me suis dit, un auteur qui intéresse à ce point les enfants plutôt que mon cours extraordinaire ne peut pas être tout à fait mauvais. Donc j'aurais dit, oh non, mon cousin il va me tuer si vous ne me rendez pas l'album, etc. J'ai dit non, demain je vous le rendrai. Et arrivé chez moi, je me replonge et je me dis, bon Dieu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Cet auteur me semble beaucoup plus complexe que ce que je ne croyais. Et à partir de là, je leur ai rendu l'album le lendemain, évidemment. Et je me suis servi de Tintin comme outil, j'aime pas le mot, outil pédagogique. Par exemple, j'écrivais au tableau 5 jurons du capitaine Haddock, Moulago, Forik-Terop, Bachibouzouk, etc. Racontez-moi une histoire qui contienne ces 5 mots. Les mots étaient les mauvais comme les bons, quoi. Ou alors, je me souviens, c'était l'hiver, il neigeait beaucoup à l'époque en Haute-Savoie, et le capitaine Haddock, Tournesol et Milou, et Tintin et Milou arrivent à la gare de La Roche, il neige, racontez la suite. Et les mots étaient fous de bonheur. Donc une espèce d'émulation tintinesque qui a pris toute la classe, et c'est de là qu'est né, ça a été l'origine. Non, ce fut mon premier livre, mais le dictionnaire des jurons du capitaine Haddock, qui est devenu un best-seller par une grâce tintinesque qui m'échappe totalement, puisqu'aujourd'hui encore, ce livre rencontre ses lecteurs, et il est traduit dans une dizaine de langues, et il est même question qu'il soit bientôt traduit en chinois, donc vous vous rendez compte ? De ce petit collège de Haute-Savoie jusqu'à la Chine profonde. Comment expliquer la fortune critique suscitée par l'œuvre d'Hergé? Comment l'expliquer? Moi, je pense que ça tient à la grande complexité de cette œuvre, à sa grande richesse, qui a frappé l'imaginaire à des niveaux différents d'un vaste public. Il n'y a pas beaucoup d'albums de Tintin, dans le fond, par rapport à d'autres œuvres. Je prends Berserk, où on en est au 45e volume dans les mangas, ou les suites de Black et Mortimer, de Lucky Luke et tout. Il y a 22 ou 24 albums, si on compte le premier et le dernier. Donc c'est une œuvre assez restante, mais elle est d'une richesse thématique tout à fait extraordinaire, qui explique qu'il y a des niveaux de lecture différents. Un petit enfant, même qui ne sait pas lire, il va s'intéresser à Milou. Un adolescent, ça va être plutôt le côté aventureux. Un adulte, il va voir le côté historique. Tintin et la psychogéographie, Tintin et les voitures, Tintin et les bateaux. Donc les ouvrages sont de plus en plus nombreux. Il y en avait en 2015 à peu près 500. La prochaine édition de Hergé, Bibliographie d'un mythe, plus de 700 ouvrages. Donc il y a peu d'auteurs de bande dessinée, il n'y en a même pas, qui puissent rivaliser avec cela. Tintin n'est pas du tout moralisant, il n'est pas du tout. Les méchants sont séduisants, la part de l'onirisme, du rêve est présente de manière très étrange, et même elle échappe aux interprétations délirantes de la psychanalyse, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a la folie est omniprésente.
parce que la folie était présente dans la vie d'Hergé, par sa mère qui est morte entravée sur un lit dans un hôpital, je crois que c'est en 1948, au moment où il publie Les 7 boules de cristal, où on voit ces savants qui sont eux-mêmes frappés de folie, qui s'automutilent, qui agressent, tout en étant totalement innocents de leur violence, d'autres personnes. La folie est là, donc cette inquiétude-là, les mômes ne s'y trompent pas. Ils ne l'analysent pas, mais ils la ressentent. Ce qui explique le succès d'Hergé. Alors on lui accroche éternellement des casseroles, Tintin au Congo, raciste, colonial. Oui, bien sûr. Et à l'époque, il a 22 ans, il est sous la coupe d'un curé maurassien, antisémite, etc. Mais il va se détacher de ça. Et puis surtout, on oublie que la trajectoire idéologique d'Hergé et la trajectoire idéologique de Tintin divergent. Elles ne sont pas parallèles, elles ne coïncident pas. Je me suis intéressé au mariage de la fiction et du réel, parce que Hergé lui-même se plaisait à imaginer la vie de ses personnages en dehors des albums. Il y a certaines failles dans les albums qui sont intéressantes à analyser. Tintin, il s'est toujours, à partir du moment après Tintin au Congo, toujours la casserole qu'on lui accroche, une fois qu'on se débarrasse de ça, il s'intéresse très très rapidement à des civilisations qui ne sont pas la sienne. Et donc, Tintin, quand il va en Écosse, il sera en Écosse, dans l'île Noire. Lui qui est respectueux des cultures qui ne sont pas les siennes, il va forcément respecter, je me suis interrogé, la culture du pays où il se trouve. Au moment où ses habits se retrouvent en lambeaux suite à un crash de son avion, il se retrouve presque à poil et il ressort, il descend de l'étage de la petite maison où il se trouve, il apparaît en kilt. Il était évident pour moi qu'il porte le kilt à la manière dont les Écossais le portent depuis toujours, c'est-à-dire sans slip. Parce que les Écossais, surtout pendant la guerre de 14, il y avait des régiments écossais, quand ils montaient à l'assaut, c'est going commando. Going commando, c'est-à-dire que tu portes le kilt sans slip. Donc Tintin, à l'évidence, porte le slip sans kilt. Alors, autre chose, Milou, par exemple. Je me suis intéressé à Milou. Milou est-il un chien ou une chienne? Quand on sait, maintenant la chose est connue, c'est pas moi qui l'ai révélée, elle était révélée notamment par les ADH, l'Association des Amis d'Hergé, et il y a de nombreux articles là-dessus. La première petite amie de Georges Rémy, il avait 15 ans, elle en avait 17, elle s'appelait Marie-Louise, mais tout le monde l'appelait Milou. Donc Marie-Louise Milou, Hergé en était très épris, elle était éprise de lui. Sauf qu'elle était la fille d'un monsieur qui était un architecte qui travaillait avec Horta, le grand architecte belge, Art Nouveau, etc. Et quand le père de cette jeune fille a vu que Georges Rémy, à l'époque, était un grouillot au journal Petit 20e, il faisait des petits crobards dans des journaux scouts, etc. Il a dit à sa fille, écoute, ce type, il fera jamais rien de sa vie, il n'y a aucun avenir. Donc il a tout fait pour rompre cette idylle qui était tout à fait charmante. Les deux en ont été très malheureux. Georges et Marie-Louise ont été très très malheureux. Georges et Milou. Mais 3-4 ans après, Tintin chez les Soviets, Tintin est flanqué d'un petit chien. Comment l'appelle-t-il? Milou. Donc, d'où j'en déduis quand même ce que je subodorais, sans connaître cette histoire, que Milou n'est pas un chien, mais une chienne. Il y a des indices. À la fin de l'Étoile mystérieuse, Milou reçoit un cadeau dans une belle boîte, et l'os, autour de l'os, il y a une faveur rose. Quand il est à bord du bateau, quand il se balade avec une petite fourrure, il se dit très très élégant, je suis très chic comme ça, il a autour du cou non pas une faveur bleue, à l'époque c'était très marqué, la couleur qui accompagnait le genre, il a une faveur rose autour du cou. De même, sauf peut-être une allusion dans l'Alpharte à la fin, lorsque Milou a les pattes, je suis désolé, au risque de choquer les hommes pudiques, lorsque Milou se trouve les pattes écartées, il n'y a jamais de zigounette de chien. Donc Milou est une chienne, j'en suis certain. Quand j'étais à Canal+, à la télé, gloire éphémère, comme toute gloriole ou gloriette, je faisais la météo. Une année, on m'a demandé de faire la météo déguisée. La première météo que j'ai faite, j'étais déguisé en Tintin. Ça a été un désastre. J'ai été nul. Et j'ai cru que j'allais mourir de honte. Et puis après, le soir même, on me dit « Mais non, demain, tu vas faire autre chose ». Je n'ai plus jamais fait allusion dans tous mes sketchs à l'œuvre d'Hergé. Mais elle m'a influencé différemment. Elle a influencé mon imaginaire, comme l'imaginaire de milliers, de millions de gens. Directement, je ne sais pas, mais indirectement, oui. Ça fait partie de mes références. J'en ai beaucoup d'autres,
mais c'est une des références les plus plaisantes. Ce que je retiens, c'est surtout la dinguerie, la folie, si vous voulez. C'est pas le réalisme tellement. Chez Hergé, le réalisme est toujours mélangé à la caricature. C'est ce qui fait sa grande force. C'est le cas des grands auteurs de BD aujourd'hui.